On enlève nos masques, hein? Ensemble ici en personne, rien qu'un peu. Alors, on est-tu content d'être ensemble ici, rien qu'un peu? Bravo, mon Dieu, bravo, on est... Hey, c'est quelque chose. Marie-Paul, merci de nous accueillir. Merci au Milan de nous accueillir ici, le centre de l'univers. Je disais tout à l'heure à Valérie, j'ai dit, c'est important d'avoir un lieu, un endroit où les organisations, les entreprises se croisent, une espèce de point central sismique. Puis j'ai dit, le centre de l'univers, il est à peu près juste là. Donc, on est pas mal bien centré. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Marie-Paul? On a un programme très chargé pour vous aujourd'hui. On pense que vous allez tous être intéressés. On est tellement contents tout d'abord de vous accueillir en personne et puis avec virtuellement aussi de rejoindre le plus de personnes possible. Alors, aujourd'hui, on va avoir d'abord la chance de discuter avec les artisans de ce livre, AI Québec, qui est la raison qui nous rassemble aujourd'hui. Ensuite, on sera très chanceux d'écouter M. Yoshua Benjo qui va nous parler de sa vision sur l'avenir de l'intelligence artificielle au Québec. Et finalement, on pourra échanger avec différents acteurs de grande qualité sur ce que ça va nous prendre au Québec pour continuer d'exceller en intelligence artificielle et de s'assurer qu'on puisse vraiment maximiser les retombées positives de l'IA un peu partout, dont avec le ministre Pierre Fitzgibbon qui devrait se joindre à nous sous peu. Absolument. C'était important pour le gouvernement d'être impliqué et de continuer d'être partie prenante de cet écosystème-là. Vous êtes tous des invités de très grande qualité. On est très heureux de pouvoir aussi connecter en virtuel avec des invités qui se joignent à nous en ligne. Ici, en personne, c'est vraiment spécial de pouvoir être ensemble pour non seulement un lancement d'un livre qui est un portrait, comme vous allez voir, de l'écosystème, un portrait dans le temps, mais aussi l'occasion de reconnecter, d'échanger, de manigancer qu'est-ce qu'on va faire de bien, d'extraordinaire ensemble par la suite. Et ça va être un des sujets de conversation avec M. Fitzgibbon qui va être avec nous aujourd'hui. Absolument. Alors, moi, j'aimerais aussi, on l'a salué, mais on a des invités de qualité ici aujourd'hui qui nous accueillent. Ça représente aussi le leadership de l'écosystème. Premièrement, Forum IA, on est heureux d'avoir Forum IA qui nous réunit, qui essaie de créer des cohésions, un plan d'action global, une stratégie qui est d'avenir, qui implique les organisations, qui les fait collaborer. On a des organisations comme Prompt, comme le Milan, comme Scale AI, comme Ivado et comme plusieurs autres qui démontrent du leadership. Et ça, là-dessus, on vous applaudit tous bien fort. Alors moi, je vous dirais, on s'applaudit. Si on n'a pas la chance de faire ça, on n'a pas la chance de faire ça en Zoom. Ça fait longtemps, ça marche encore. Alors, sans plus tarder. Oui, je pense qu'on peut demander aux panélistes de notre première table ronde de prendre place. Alors, je demande donc à Luc Sirois, notre innovateur en chef du Québec, Frédéric Bove, le DG de Prompt, et Bram Glickman, qui est éditeur associé au Global Village World Publishing. Je vous inviterai à prendre place parmi nous ici. Alors, on va profiter donc de votre présence pour en apprendre davantage sur ce fameux livre dont on me dit qu'il est possible d'obtenir des copies encore en ligne si jamais ça vous intéresse, notamment sur Amazon. Mais ma première question serait pour Monsieur Glickman. Bram, can you tell us a little bit more about how this idea and this project came to life? Well, it's rather an interesting story. As a lot of you may know, first of all, I want to thank you, everybody, for being here. And this is very exciting for me personally, too, so I'm a bit overwhelmed. A few years ago, I was asked by Global Village World Publishers to be the associate editor for the books they were planning to do in Canada. I was lucky enough to come on board, and a few years back, we published Innovate Montreal, which some of you might be familiar with. Part of this book included, and I was so lucky to have Mr. Luc Sirois as a thought leader in the book, and Prompt, of course, was featured in the publication as well. Well, the book was very, very successful, and everybody was proud of it, but I don't think anyone more so than Luc. And Luc and I happened to meet at the Cooperathon a couple of years ago at the Olympic Stadium, and we had a coffee together,
And Luke suggested that, Graham, could we put together another publication, this time focusing on AI in Quebec? Well, what can you say to that except yes? And I had no idea what we were getting into. We both have no idea of the circumstances that the book would fall under with the pandemic. But that's where it came from. It was all Luke's idea to have this book. And I happen to be the messenger of the ecosystem, I guess, back then. L'idée, à ce moment-là, Forum AI n'était pas encore formé, mais un projet comme celui-là, ça prend un an ou deux à avoir lieu. Donc, on s'est dit, mettons les wheels in motion, commençons à identifier les organisations, à mettre de l'avant ce projet-là. Comme ça, quand Forum IA va arriver en pleine force, que l'équipe sera là, bien, ils pourront prendre le relais et puis s'assurer de connecter les organisations, puis d'en faire un grand portrait. Et ça alimentera ce qui sera une stratégie plus tard, hein, je pense, Marie-Paul, pour ce qui est de la vitrine de l'écosystème. Il y aura du matériel écrit, du matériel de qualité qui présente plusieurs, en fait, et c'est pas toutes les organisations. Ça a été la grande terreur de dire, oh, mon Dieu, il y a plus d'entreprises que de pages disponibles dans le livre, il y a plus d'organisations, d'organismes qui peuvent être présentés que de places. Ça, c'est un défi, mais ça rouvre la porte à un portrait, une vitrine et une version électronique là, qui sera vivante. C'est le grand défi, c'est quand même un écosystème qui est naissant, alors d'être en mesure d'identifier les entreprises et les organisations qui œuvrent en intelligence artificielle, c'est pas si évident. On le constate, nous, au Forum, on est en train de justement, comme tu le mentionnais, de bâtir la vitrine de l'écosystème. On est très reconnaissant que vous ayez pris ce premier pas-là dans la direction de bâtir du matériel promotionnel là, pour soutenir l'écosystème et identifier une première cohorte d'entreprises à haut potentiel qui œuvrent en intelligence artificielle. Puis j'aurai la chance d'en parler davantage un peu de ce projet de vitrine-là. Mais Luc, pourrais-tu peut-être nous dire un peu quel était l'objectif que vous cherchiez à atteindre avec la création de ce livre-là? Bien, le fait de donner la chance aux entreprises de parler d'elles, de faire un portrait, quand à l'international, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un livre, ça s'appelle AI Québec, hein, je ne me suis pas fait reprocher à date, mais à un moment donné, je suis sûr que ça va venir, que les gens vont poser la question, il y a une faute d'orthographe, là, une grosse faute d'orthographe, mais c'est un livre éminemment international pour faire une carte de visite, un portrait de l'écosystème à l'international pour que ça puisse être connu, ça puisse être vu, que les entreprises, les organisations, les institutions puissent, dans un seul endroit, puissent être présentées. C'est un peu anachronique là, de dire on fait un livre en 2021, et puis on en a parlé beaucoup, hein, les promoteurs de ce projet-là. Est-ce que c'est encore approprié un livre? Ben, on va voir, je pense que l'effort d'aller chercher l'information, le fait qu'à un moment dans le temps, on publie dans un bel objet, un recueil qui est en haute définition, c'est tout du 10K, et c'est à très faible latence. Quand on tourne les pages, en moins de 1 milliseconde, on a l'image qui apparaît. C'est fou, ça marche. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est du lourd. On le voit avec ce livre, et puis qu'il y a de l'expertise. Et puis, oui, effectivement, vous voyez, au poids du livre. Puis je trouve que ça vient quand même du moment où on se retrouve ensemble, d'avoir un livre aussi, un vrai. Donc je trouve qu'il y a une belle concomitance par rapport à ce qu'on est en train de faire ce matin aussi. Une belle carte de visite, en effet. Peut-être, Frédéric, ça vaudrait la peine de parler un peu, là, on est très reconnaissant à Tente aussi d'avoir investi beaucoup de ressources dans la préparation de ce livre-là, puis de rallier l'écosystème avant que le forum arrive, soit vraiment mis en place. Qu'est-ce que ça représente pour vous, puis pour les entreprises que vous financez, d'avoir un livre comme ça, une initiative comme celle-là? Oui. De manière générale, il y a une phrase de Paul Éluard, qui est un poète, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous et des rencontres ». C'était un petit peu ça. Je pense que la prompt de ce qu'on fait et ce que les autres RSRI, les collègues RSRI font au Québec, on soutient la recherche collaborative, c'est-à-dire cette rencontre entre le monde de la recherche, les universités, à travers des programmes de financement, avec des fonds qui sont publics, qui viennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et donc, nous, il nous semblait extrêmement important de montrer comme on l'a dit, c'est-à-dire vraiment un état des lieux de ce qu'est la recherche aujourd'hui, sa capacité, ses talents qu'elle déploie et la répercussion que ça a aussi au niveau de l'industrie et du privé.
Et donc, je pense que vraiment, c'est un portrait global. Les institutions comme Prompt, comme les autres RSRI, comme les organisations comme Forum IA, IVADO, MILA, ben, elles ont quand même une activité, elles soutiennent le développement de tout ça. Donc, je trouve que c'est un écosystème qui est complet, que l'on démontre, qui est pensé, puis qui a de la capacité pour encore grandir. Donc là, on est à un niveau, et c'est un état des lieux, c'est une carte d'identité. Juste pour dire, chez Prompt, on est entre 2009 et 2021, pour donner des chiffres, on est à 72 projets en IA financés pour l'équivalent à peu près d'un 21,3 millions de dollars. Donc c'est vraiment une capacité importante, et les autres RSRI le font aussi, d'autres institutions le font aussi, mais c'est l'argent public, les ministères, les gouvernements financent énormément et y croient. Et donc je pense qu'aussi c'est des signaux qu'il fallait donner. Puis c'était cette manière-là qu'on l'a vu chez nous, avec l'engagement qu'a fait preuve Luc en particulier. C'est intéressant que tu le mentionnes parce que les gens du ministère, des fois, ils disent que c'est du stealth bombing. Ils sont très discrets, ils ne vendent pas beaucoup des financements de l'innovation qui va aux entreprises, aux projets académiques, industriels. Il arrive, pouf, 25 millions, on ne sait pas d'où il est venu beaucoup, là, mais ça a lieu année après année du financement de projets de recherche collaboratifs. Dans le cas de l'IA, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de projets qui ont émergé aussi, mais ça se passe aussi dans tous les domaines. Et puis, est-ce que pour vous, vous voyez, surtout le fait que le livre est disponible virtuellement, c'est une carte de visite aussi à l'international. C'est une façon pour nos entreprises de percer et d'être connues. Et puis, c'est un des grands défis pour l'écosystème d'intelligence artificielle. Si on veut s'assurer d'avoir un secteur économique qui produit l'intelligence artificielle fort, on doit percer d'autres marchés. Alors, est-ce que ça faisait partie un peu de ce que vous aviez en tête, notamment par le format du livre, là? Est-ce que vous voyez déjà certains de ces impacts-là? Ça permet en fait à des acteurs de l'étranger, par exemple, d'avoir une image très précise des capacités qu'ils peuvent trouver ici, des collaborations qu'ils peuvent avoir aussi, des talents qui sont développés à l'intérieur des universités. Donc aujourd'hui, c'est une vraie carte de visite à la fois pour les organisations qui vendent le Québec et les métropoles à l'international. Et d'un autre côté, pour nous, c'est montrer tout le sérieux de l'écosystème, son fonctionnement, le fait que, effectivement, à la fois les organisations, les industries, les pouvoirs publics, il y a un vrai dialogue entre elles, qu'elles sont concertées. Donc aujourd'hui, quand on arrive ici, on réduit aussi le risque. On se dit, on arrive dans un endroit là, qui est constitué, qui est formé, qui est organisé. Bram, can you tell us a bit more? I think Luc mentioned some of the virtual aspects, the fact that you can switch the pages very quickly, but there's also another very neat aspect about the videos that you can see. Can you tell us a bit more about that? Sure. Well, what makes the books that we publish very unique is that we have something called augmented. If I may, let's show the book on the screen so we can you can show the pages actually. Yeah, something that you might be able to do is just maybe run us through that concept, the technology behind it, and I was also very interested in seeing how you chose to organize the book and the big sections and how it came together. Well, that's also very interesting because the book rather evolves by itself. We start with the idea of showcasing an ecosystem, in this case, the artificial intelligence ecosystem of Quebec. And we have some rough ideas as to where we're going to go with it. But then as people come on board and we receive the content and we see the direction that the book is heading, we're very much surprised sometimes on where it lands up. And as you can see by the table of contents here, something with, of course, health sciences is so incredibly important to the ecosystem here in Quebec that it made up 3 separate chapters of AI Quebec, having the collaborative research, the advancing the healthcare sector, and innovation in medical technologies. So you have almost 100 pages of the book just showcasing health sciences, which is a statement in itself. So to answer your question, it's really through osmosis. It's how the content is presented to us, which leads to how the book will be formatted and how the chapters will come to be, and the story will be at the end. And of course, it does showcase other ecosystems. There's, of course, the healthcare ones, which is dear to my heart for those who know my experience. But there is the focus on aviation, aeronautics, and this focus on fintech, which is very strong here in Montreal.
And Prompt does fund and other RSRI, d'autres regroupements financent des travaux dans tous ces secteurs-là. Il y en a un qui est l'IA pour la planète, et ça, il y a pour la planète et il y a pour un développement durable qui vont parfois pour aider la planète, parfois pour aider l'humanité à être plus durable. Puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, Luc, en toute ouverture du livre, il y a une lettre d'opinion qui est co-signée par plusieurs des acteurs de l'écosystème sur justement une vision long terme, soutenable, oui, on peut peut-être la responsable. montrer, hein, Charline, si tu avances un petit peu les pages, la page suivante. Oups, vite. Donc, monsieur. Alors oui, voilà. Exactement. Alors, ici, en fait, c'est Montréal a développé une approche tout à fait unique qui est comment on fait du développement durable, comment on fait du développement de l'IA de façon responsable. Ça a été fait de façon très organique, très collaborative, de développer, ceux et celles qui ont développé la Déclaration de Montréal pour un IA responsable. L'OBVIA qui a été ensuite formé pour assurer d'être à l'avant-garde de comment réfléchir à ces questions-là pour bien baliser le développement de ces technologies pour l'avenir. En même temps, l'écosystème se dit il faut le faire de façon responsable, mais il faut le faire. Il faut explorer l'usage des données pour faire avancer la science. Il faut se donner la force des données pour augmenter notre intelligence, prendre des meilleures décisions, développer des nouvelles technologies, des nouvelles sciences qui vont nous permettre d'avancer comme humanité. Et il faut donc être capable de donner des exemples. De la même façon qu'on met de l'emphase sur les barrières et les protections à mettre, il faut être capable de donner des exemples inspirants de pourquoi on fait ça. C'est quoi les bénéfices, c'est quoi l'avantage pour l'humanité et comment, si on le fait de façon responsable, on pourra arriver à faire avancer la société québécoise et la société dans son ensemble. Et c'est cette déclaration-là, pas des déclarations, le mot est trop fort, là, mais c'est ce texte-là voulait traduire cet esprit du groupe. Je pense que c'est une qualité même de l'écosystème dès ses débuts ici au Québec, de vouloir faire l'intelligence artificielle, mais de manière responsable et éthique. Et puis, on le voit, comme tu l'as mentionné, par des organisations comme l'OBVIA, par le Centre d'expertise montréalais en intelligence artificielle, qui est relié au PNIA, là, qui est cette entité reliée à l'OCDE. Donc, on est chanceux d'avoir cette branche-là d'un organisme international présent à Montréal qui réfléchit à ces enjeux-là. Alors, je pense qu'on s'est donné cette identité, puis c'est pas juste une identité, c'est qu'on le vit au quotidien. Puis je suis certaine que lorsque M. Benjo va prendre la parole, on aura la chance de voir jusqu'où cette réflexion-là peut être poussée. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment, moi, fascinant de cette lettre d'opinion, c'est ce désir aussi de s'assurer de bien gérer les données. On sait que cette gestion des données, qui est si importante à propulser l'intelligence artificielle, doit faire l'objet d'une acceptabilité sociale aussi. On se doit, envers les citoyens, de bien expliquer comment les données sont récoltées, comment elles sont utilisées. Puis je pense qu'on met de l'avant ici une volonté très claire là, de procéder de façon... Oui, puis en racontant les histoires des bienfaits, des bénéfices, de comment ça peut faire une différence positive. On a plusieurs exemples dans la santé, évidemment, en faisant avancer la découverte dans le domaine du cancer, 1 à 2 % d'amélioration des traitements ou des taux de survie, c'est des centaines de milliers de personnes. En cardiologie, dans le domaine de la santé, à l'Institut de cardiologie de Montréal, je rencontrais des cardiologues qui étaient outrés de ne pas pouvoir prendre soin de leurs patients lorsqu'ils sortaient des murs de leur hôpital. Et parce qu'ils n'ont pas accès aux données pour des bonnes raisons, mais à un moment donné, il faut être capable d'utiliser à bon escient. Il faut montrer des exemples comme ceux-là dans la santé, dans l'environnement, dans l'industrie, dans la société. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, sur les questions de protection de données, on le voit, et chez Prompt, nous, on est beaucoup versé actuellement sur les questions de cybersécurité. L'intelligence artificielle a un rôle
très important sur la protection des données, sur la manière dont on est capable aussi de se défendre grâce à l'intelligence artificielle. Ça rejoint ce que dit Luc en matière de santé, sur la protection des données, la protection de l'identité numérique d'un patient aussi. Donc, on voit encore une fois qu'on est dans un ensemble à la fois où il faut expliquer, où il faut rassurer, il faut être en capacité de donner des gages aussi de protection. Donc tout ça, pour moi, il y a une vraie déclaration à l'intérieur de tout ça, qui est une déclaration de bien-être. C'est du bien-être pour tous, l'intelligence artificielle. C'est cette manière-là, je pense, de manière positive qu'on le communiquera. Alors, l'éléphant dans la pièce, ça Monsieur Fitzgibbon, bienvenue. Merci d'être avec nous. Justement, moi, ça me tenterait peut-être tout à l'heure, en terminant sur ce sujet-là, le livre présente 1001 exemples de comment des entreprises d'ici, des organismes d'ici créent des usages bienveillants de l'IA. Puis, tu posais la question tout à l'heure, un point de vue de la réalité augmentée. Si vous me permettez, je vais justement vous faire un peu la démonstration de moi, ce qui est ma features, la caractéristique la plus intrigante de ce livre-là, c'est la fameuse réalité augmentée. Alors, si vous me permettez, c'est la nervosité. Tiens, je vais la démarrer. Alors, est-ce qu'on arrive à voir, voilà. On va y aller. C'est ça, les démonstrations live, c'est toujours dangereux et risqué. Mais pour ceux qui sont en ligne, vous êtes en mesure de voir là, sur chacune des pages où il y a des vidéos augmentées, vous êtes en mesure d'aller cliquer et puis de voir ce que Luc va tenter de nous démontrer. Puis pour ceux qui ont la copie papier, c'est avec votre téléphone, avec l'équivalent d'un code QR là, que vous êtes en mesure de faire apparaître les vidéos en question. C'est la connexion que j'ai perdue. Donc, je vais procéder à la démonstration plus tard, mais une des caractéristiques intéressantes du livre, c'est de pouvoir ajouter du matériel de façon augmentée, de façon électronique, dans le livre, qui est constamment mis à jour, mais qui permet d'avoir une expérience multimédia augmentée. Alors, voilà. Merci à vous trois de nous avoir parlé davantage de cette belle initiative. Et je pense que, sans plus tarder, je pense qu'on passera à la prochaine étape. On veut bien saluer la présence du ministre Fitzgibbon et peut-être avoir une petite occasion là, de prendre une photo avec le livre. Alors, j'inviterai Valérie Pisano et puis à venir aussi avec nous ici. Et ensuite, on aura une allocution par M. Benjo. Alors, je vous invite à tous rester avec nous pendant ce moment. Oui, puis regarde, je vais faire quelque chose qui est un peu non conventionnel. Je vais peut-être suggérer qu'on prenne la photo plutôt que comme ça, qu'on la prenne comme ça. D'accord, oui, avec l'ensemble. On ait la chance d'avoir nos dignitaires avec nous, mais aussi tout l'écosystème derrière. Alors, allons-y pour la photo. Fantastique, allons-y. Non, mais je vais... J'aimerais ça que vous mettiez vos stands, s'il vous plaît, avec M. Bob. Ça demande en plus, ça va ici. Oui, ici au milieu.
On va quand même se décaler pour avoir temps, parce que ça ne va jamais être en shot. Avec votre livre, Tant qu'à voir l'écosystème en personne. immortaliser la chose. Ici, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Oui. Parfait. Regarde ici. On continue. Est-ce que vous pourriez vous avancer un petit peu pour qu'on puisse apprendre dans un mode plus parfait? Donc, vous restez à l'arrière, s'il vous plaît. Merci. Nick, vous mettre un petit peu plus au centre. Oui. Ça va être bien? Oui. Ça, tout le monde? Attends. Oui. Escalade aujourd'hui. Ah, parfait. C'est bon, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être là ce matin. Alors, merci pour votre patience pendant qu'on immortalisait le moment. Alors, sans plus tarder, je demanderai donc au professeur Yoshua Benjo de venir prendre la parole. Merci d'être ici aujourd'hui pour parler de quelque chose de très important pour le Québec, parce que la prospérité et la richesse et le bien-être de la société vont vraiment de pair avec l'innovation. Et on a tendance à ne pas regarder assez loin. Alors j'espère que cet exercice va nous aider. Puis surtout, je veux vraiment vous remercier et tous ceux qui ont participé à l'élaboration du livre et aussi à la stratégie québécoise qui se développe, de nous forcer un petit peu à avoir une réflexion un peu plus profonde, un peu plus scientifique, idéalement, sur l'innovation, parce que ce n'est pas seulement les experts de technologie là, qui doivent être autour de la table, mais aussi les gens qui réfléchissent au niveau économique, au niveau social, sur ces questions-là. Donc, moi, je vais vous partager un peu quelques perspectives aujourd'hui sur ce qui me semble des éléments de base pour ce qui s'en vient. Je vais vous parler brièvement de ce qui me semble essentiel, c'est-à-dire de continuer à nourrir et ancrer notre écosystème d'innovation dans les bases qu'on a construites, par exemple, ici à Mila et dans les universités. Et puis, je vais vous parler de ce qui me semble très important. On a construit une masse critique avec des organisations comme Mila. Et maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Hein, l'innovation, ce n'est pas seulement dans l'université que ça se passe. Donc, je vais essayer de vous partager mes points de vue là-dessus. Puis finalement, essayer de résumer sur c'est quoi le rôle des gouvernements dans tout ça. Alors, on va commencer avec les perspectives pour l'IA. Donc, d'abord, au niveau scientifique, c'est là surtout que je réfléchis. C'est quand même important de réaliser qu'il y a un écart encore assez grand, très significatif, qualitatif, pas seulement quantitatif, entre nos systèmes à l'état de l'art en intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Évidemment, moi, ça m'intéresse comme chercheur parce que ça nous donne de l'inspiration pour les prochaines étapes et
aussi une idée de vers quoi on pourrait s'en aller si on se projette 10 ou 20 ans dans le futur. Et je pense qu'on a une chance avec l'écosystème de recherche qu'on a au Québec en IA d'être des leaders dans cette transformation et dans les percées qui s'en viennent. Maintenant, ces percées, l'idée, c'est que, évidemment, elles nous mettent sur la carte mondiale de l'IA au niveau scientifique, mais aussi au niveau économique. C'est des investissements des gouvernements et le but, c'est qu'il y ait un retour sur la société. Alors d'abord, évidemment, le point central, pourquoi est-ce que les gouvernements doivent investir tant que ça, selon moi? C'est parce que c'est clair pour ceux qui réfléchissent à cette question que la croissance économique dans le secteur des technologies comme l'IA, puis j'ajouterais des choses comme la biotechnologie, va être beaucoup plus grand que la plupart des autres domaines dans les prochaines décennies. Et donc, c'est simple, c'est juste, n'importe quel investisseur vous dirait s'il y aura plus de croissance à long terme dans un domaine, mais il faut mettre des sous là-dedans. Et puis, c'est important parce que la société se transforme, il va y avoir de plus en plus d'automatisation, donc il faut qu'on soit prêt à avoir de la croissance pour compenser des endroits où il y aura des pertes d'emploi et puis des industries, de la vieille industrie lourde qui risquent de disparaître. Puis le troisième point, c'est que ce n'est pas seulement la croissance économique, là, le PIB, c'est bien beau, là, mais on sait aujourd'hui qu'il faut voir plus large que ça. Puis moi, je suis très, très motivé par cette question. C'est comment on peut s'arranger pour que les avancées technologiques soient vraiment bénéfiques à la société, pas seulement aux plus riches d'entre nous, puis aux entreprises et aux profits, mais que réellement les gens ordinaires, ça les touche, puis qu'ils voient des avantages. Parce que, comme tu disais, il va y avoir des craintes, il va y avoir des dérapages. C'est important que les gouvernements soient là pour mettre des balises, pour s'assurer qu'on fasse ça de manière responsable. Mais il faut aussi qu'on investisse sur le côté bénéfique pour la société. Donc, santé, éducation, environnement, tout ça, pour que les gens se disent pas pourquoi ces technologies, c'est juste des choses qui me font peur. Là. Donc, c'est vraiment important d'investir dans le côté positif de la force. Donc là, je vais passer à mon deuxième point sur l'ancrage dans les bases solides. C'est quoi les bases de notre écosystème? Bien, c'est d'abord ce qui est en amont du pipeline, c'est-à-dire la recherche fondamentale, le talent, la formation, l'infrastructure qu'on se donne, hein, ici, cet endroit par exemple, mais aussi l'infrastructure de calcul et les données. Vous en avez parlé tout à l'heure, l'accès aux données. Puis, sur les données, il y a un point que je veux apporter. Bon, on parle beaucoup de l'accès aux données en santé, puis il y a un conflit là, entre la vie privée puis la capacité d'innover avec ces données. Mais il y a un autre conflit dont on ne parle pas beaucoup. C'est au niveau de l'innovation dans l'entreprise, dans le privé, où les données qui sont générées, non pas dans le système de santé, mais dans les entreprises. Je vais prendre un exemple concret parce que je vais y revenir tantôt, c'est, mettons, dans l'industrie pharmaceutique, on fait des tests en laboratoire avec différentes molécules, etc. Puis en général, ces données restent derrière des portes closes. Et il y a des bonnes raisons pour ça. On est dans un système économique basé sur la compétition avec les entreprises. Les entreprises ne veulent pas que leur investissement se retrouve exploité par d'autres qui n'ont pas payé pour. Mais là, en même temps, il y a le problème que si ces données ne sont pas partagées, c'est un frein à l'innovation, en particulier avec l'IA. Comment est-ce qu'on peut essayer d'aiguiller l'écosystème d'IA, mettons dans une communauté comme celle du Québec, de façon à ce qu'il y ait plus de partage des données, peut-être avec des incitatifs des gouvernements ou des règles. Moi, je pensais, par exemple, quand les gouvernements investissent dans la R&D, ils mettent du cash. Bien, OK, mais en contrepartie, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que vos données soient plus facilement accessibles à d'autres entreprises qui pourraient en bénéficier pour que tout l'écosystème se développe plus vite? Donc, il y a vraiment des questions pas faciles, mais qui pourraient nous aider beaucoup à nous démarquer comme écosystème. Mon troisième point, donc, l'ancrage dans la base nécessaire, oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on est rendu à une étape, après quelques années d'avoir vraiment investi dans les fondamentaux, de réfléchir beaucoup plus à
un peu plus loin, comment on peut capitaliser sur cette base pour le développement plus large du Québec. Puis cet été, je me suis promené dans les régions, comme beaucoup de Québécois, d'ailleurs, il y avait du monde. Puis ça m'a fait réfléchir beaucoup à cette question de... on a beaucoup investi dans les régions, dans la grosse industrie, les ressources naturelles, etc. Mais dans le fond, quelque chose sur lequel on n'a pas assez investi, c'est le capital humain. Parce que dans les technologies, là, on s'entend, l'important, c'est le capital humain. Puis je pense qu'il est temps de réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener l'IA dans les régions, dans les universités des régions, dans les startups des régions, peut-être avec des programmes de chaires pour les universités des régions, des soutiens aux jeunes pousses techno dans les universités des régions et tout ça. Donc voilà. Puis il y a aussi le côté, je pense, auquel le gouvernement réfléchit, mais ça vaut la peine d'amener ce point-là, quand on parle de capital humain, du perfectionnement professionnel. Donc, pas seulement dans les universités avec la pipeline traditionnelle, mais aussi les gens qui se cherchent et qui ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir un job ou qui n'en ont déjà pas en ce moment. Puis, je vais terminer mon allocution, qui est déjà un peu trop longue, sur le rôle du gouvernement. Donc, résumer un petit peu les points que j'ai dit. Donc, il faut absolument qu'on continue à nourrir les graines, ce qui est au départ du pipeline d'innovation dans les universités, les centres de recherche. Mais il faut aussi que les gouvernements, je sais qu'ils le font, mais stimulent la transformation technologique dans les entreprises parce qu'elles ont tendance à être un peu conservatrices au Québec et au Canada en général. Et puis, le dernier point, c'est que nos règles du jeu de transfert technologique où le gouvernement met, mettons, 50% de l'argent pour un projet, puis les entreprises mettent 50%, ça marche bien pour certaines choses, mais ça ne marche pas quand on est dans des domaines qui ne sont pas clairement profitables, ou en tout cas, il y a des risques trop grands, mais on sait que ça peut être très important pour la société. Donc, en ce moment, avec la pandémie, on en a un exemple, on n'a pas assez investi pour nous protéger contre les maladies contagieuses. Et si on attend que les entreprises le fassent, ça va être trop tard encore. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des domaines, là, c'est facile en environnement, en santé, éducation, où il n'y a pas nécessairement un investissement aujourd'hui. Les entreprises ne voient pas nécessairement leur profit, mais comment est-ce que les gouvernements peuvent créer des incitatifs pour les amener là? Puis ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le même deal qu'un projet de recherche de transfert technologique genre 50-50. Il faut une formule différente pour ces domaines stratégiques à bénéfice social. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Alors, pour présenter notre invité de marque aujourd'hui, on a un autre invité de marque, un grand capitaine de l'industrie, un exemple qui incarne lui-même comment on peut avoir de l'impact dans le monde des affaires, dans le monde économique, s'impliquer dans la société québécoise, avoir un impact et vivre l'ADN de la société québécoise de mille et une façons. Son implication auprès de la création de Forum IA, de son interaction d'établir des collaborations et des stratégies pour l'écosystème et aussi pour les avancées, le succès du MILA sont exemplaires. On est heureux de l'avoir aujourd'hui. Pierre Boivin. Merci Luc et bravo pour cette belle initiative qui est ce livre. Merci Marie-Paul d'avoir organisé cette journée et de nous donner la chance, enfin, de se voir, même si on est masqué et on se donne des coups de coude. C'est quand même le fun de tous vous voir et d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Dans un lieu, et merci Yoshua et Valérie de nous recevoir, ici à Milan, un lieu qui est devenu, je pense, un symbole de fierté de toute l'expertise du Québec en intelligence artificielle. Vous savez, notre écosystème, il est vraiment très jeune. Il n'est pas fragile, il reste beaucoup à faire, mais il est vraiment très jeune. Il y a 4 ans seulement, on était encore à la planche de dessin. On était plusieurs autour d'une table, ce fameux comité d'orientation. Puis on se posait beaucoup de questions, puis on se demandait comment on arriverait à faire partir cet écosystème. Déjà, il y avait plusieurs éléments très, très forts en place. Et ça nous a permis justement de bâtir autour des forces qui étaient déjà présentes un des écosystèmes que je qualifierais des plus dynamiques et des plus attrayants au monde en IA.
Avant la pandémie, c'était délégation après délégation qui venait ici au Milan, qui venait dans toutes nos autres institutions, des gouvernements qui venaient un après les autres, parce qu'ils voulaient comprendre comment on avait réussi à partir un écosystème en si peu de temps avec autant de promesses. Un des ingrédients principaux, je pense, et ce qui nous rend uniques, c'est notre capacité de travailler ensemble. Il y a un exemple qui, pour moi, a été frappant dans tout ça. C'était la collaboration et la complicité du jour 1 entre l'Université de Montréal et l'Université de McGill pour être des partenaires fondateurs de Milan. On va retourner dans l'histoire, puis vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup d'histoires comme ça entre nos deux côtés académiques, francophones et anglophones. Et là, on a envoyé un message très, très clair, que c'était ensemble qu'on était pour réussir. Mais c'est aussi le cas quand on regarde la collaboration qui existe aujourd'hui entre les différents piliers de l'écosystème. Et c'est un peu le travail à venir de Forum. Et c'est pour ça qu'on a créé Forum IA Québec, qui est unique au monde. Il n'y a pas une autre province au Canada qui a un forum, qui a un organisme qui chapeaute l'écosystème et qui s'assure qu'on se complémente et qu'ensemble, on est plus fort que 1 + 1 = 2. Un des éléments déterminants de notre unicité et de notre succès, c'est clairement l'engagement des gouvernements. Encore une fois, rare est-ce qu'on a vu le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, dans une question de semaines ou plus de mois, s'aligner envers une stratégie pour s'assurer qu'on profitait des avancements qu'on avait comme pays et comme province et qu'on s'assurait qu'on pouvait évidemment accélérer notre position à l'échelle mondiale. Le Canada a donné le pas avec sa stratégie canadienne en intelligence artificielle. Ça a amené le premier financement du nouveau Milan. Bien avant ça, ça a amené la création d'Ivado avec le programme Apogée. Ensuite, a suivi Scale AI au niveau des supergraphes. Et là, on vient de nommer 3 piliers très importants de l'écosystème qui n'existaient pas il y a 5 ans. Le Québec a immédiatement répondu présent et a rapidement mis des fonds à la disposition du comité d'orientation et de l'écosystème. Et on s'est donné le moyen de faire de l'intelligence artificielle un créneau distinctif de notre développement économique. Je termine en saluant l'ambition de notre gouvernement, la vision des gens comme le ministre Pierre Fitzgibbon, qui ont compris depuis longtemps que la numérisation de notre économie et l'innovation technologique et sociale sont primordiales pour la croissance de nos entreprises et pour l'avancement de notre société. J'inviterai donc le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je suis l'éléphant dans la pièce, mais peut-être un dinosaure, j'ai encore du papier, j'ai regardé Todd Benjou, là, j'ai pas. Mais en même temps, quand l'innovateur en chef n'est pas à se connecter au Mila, le papier, c'est pas mauvais. Vraiment, Michael, félicitations pour l'initiative du Livia. Je pense que c'est une très belle chose. Merci Luc, merci Pierre, Todd Benjou, Valérie. Je m'en sorti un peu de mon cœur parce que j'ai écouté, puis j'ai des choses qui m'ont interpellé, que je voudrais communiquer avec vous. Premièrement, vous avez raison que quand on lance des choses comme on veut réduire l'écart du PIB par habitant du Québec par rapport à l'Ontario, c'est pas nécessairement engageant. Sauf que moi, je suis venu en politique pour une raison. Quand j'ai écouté notre premier ministre expliquer qu'il voulait trouver des coéquipiers pour réduire cet écart de richesse-là, qui n'est pas une fin en soi. Si on réussit à réduire l'écart avec l'Ontario, on parle de 10-15 milliards de dollars de plus qui vont rentrer dans nos recettes fiscales. Ça, il faut l'investir dans probablement les 2 ministères les plus importants du gouvernement, l'éducation et l'enseignement supérieur. Moi, ça m'allume beaucoup. Ce n'est pas une fin en soi, le PIB, mais si le retour du PIB va à bonne place, je pense que comme société, on va être pas mal plus gagnant. Deuxième point, quand on regarde le Québec par rapport à notre PIB,
l'investissement qu'on fait en recherche, quand on parle de recherche fondamentale, on n'est pas si pire que ça. Je regarde ce qu'on fait avec les 3 fonds de recherche de Rémi Quirion, ce qu'on a fait avec, évidemment, l'Emilia Ivado, avec la concurrence, la concomitance du gouvernement fédéral. C'est pas rien. Il faut en avoir plus, c'est sûr, qu'on va essayer de trouver de l'argent dans les coffres, mais où on est déficient, c'est la recherche appliquée. Puis je pense que ça représente pas mal bien l'écosystème du Québec. Puis moi, une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en poste, je me disais, comment est-ce qu'on fait le lien entre la recherche fondamentale et les entreprises? C'est pas facile, parce qu'on ne dit pas à un chercheur quoi chercher. En même temps, il faut que la recherche ait un bénéfice ultime pour les Québécois. Puis là, je pense que la création du poste innovateur en chef, avec M. Sirois, on s'en va dans la bonne direction. Et je pense que ce qu'il faut faire de façon organisée, ordonnée, c'est de faire cette relation-là. Puis je pense que c'est là aujourd'hui que je regarde l'intelligence artificielle, ce qu'on a réussi à faire. Ce qui manque, là, c'est comment est-ce qu'on transcende ça dans les entreprises. Parce que le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a 250 000 PME. Il y en a probablement 225 000 qui n'ont pas de base de données. C'est bien beau algorithmer les données, mais si on n'en a pas, on part de où? Alors, je pense qu'on a réalisé, moi j'ai réalisé, puis Luc aussi, qu'on travaille sur ça, le côté accompagnement humain, j'appelle le capital humain, c'est la grosse déficience qu'on a au Québec. Mais au moins le reconnaître, c'est la moitié de la résolution du problème. Alors, si on peut travailler ensemble pour que toutes les, je demandais à Luc, tous les organismes québécois qui existent d'accompagnement humain, il faut les coordonner. Il ne faut pas les consolider, il faut les coordonner. Parce qu'il faut être capable d'aider les entrepreneurs à comprendre ce qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais sont vite pour comprendre. Parce qu'on explique à l'entrepreneur que ramasser des données pertinentes pour son plan d'affaires, après ça, on met une IA là-dedans, je pense que rapidement, ils vont nous dépasser. Je pense que c'est le gros mandat du gouvernement. Le côté humain, comme j'ai dit tantôt, le côté social est important aussi, vous avez parlé social, parce que je pense qu'un des enjeux qu'on a au Québec, qui est peut-être particulier à nous, c'est le côté éthique. Les gens ont beaucoup, on a vu ce qui s'est passé malheureusement au niveau de l'industrie financière, qui est un des gros utilisateurs avec la santé, l'intelligence artificielle. On a vu les ratés qu'il y a eu. Les gens sont très, très sceptiques. Alors, on a un travail énorme à faire. Je sais qu'avec l'accord de Montréal, je ne sais pas le nom exact, le travail qui a été fait par vous et vos collègues pour adresser l'enjeu éthique. Si on peut rassurer les Québécois, ça parle souvent avec les données de santé, mais si on peut rassurer les Québécois qu'utiliser les données, ce n'est pas un péché, qu'au contraire, ça va nous permettre d'aller plus loin. Je fais beaucoup de travail présentement avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'eux, je pense, sont au Québec, avec la médecine personnalisée que nous avons. On parle de Wegener, on parle de l'Institut de cardiologie, on parle de neuro. On est rendu champion dans bien des secteurs. On combine ça avec les données et l'IA, je pense qu'on peut reprendre ce qu'on a perdu au Québec depuis 15 ans, notre positionnement par rapport à l'industrie pharmaceutique. On va regarder mes notes, moi j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai rien oublié. Je pense que comme le rôle du gouvernement, vous l'avez dit, c'est de mettre l'écosystème pour mettre les programmes en place. C'est pas nous qui allons faire des choses. Je suis très, très à l'aise avec Rémi Quirion au niveau des fonds de recherche santé. On a investi beaucoup d'argent cette année dans la santé. Luc va continuer et complémenter ce qui a été fait. Marie-Paul, évidemment, avec le forum IA. Alors moi, je pense que comme gouvernement, je peux vous dire que, pour conclure, quand on parle du PIB par habitant, encore une fois, je vais revenir à mes données cartésiennes, je suis un cartésien, le quart, le tiers de la problématique pour combler l'écart, c'est la main-d'œuvre. Je vais vous expliquer qu'on a l'enjeu de main-d'œuvre, mais le 2 tiers, c'est la productivité pure, qui devient de l'efficacité des heures qu'on travaille et du manque d'investissement en innovation. Alors, c'est le 2 tiers. Oui, vous travaillez en main-d'œuvre, c'est sûr qu'il manque du monde, mais 2 fois plus important que la main-d'œuvre, c'est comment nos gens vont travailler, comment nos gens vont travailler, puis d'inculquer une culture d'investissement en innovation. On va y arriver. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour échanger sur les questions justement du futur de l'écosystème, M. Fitzgibbon, vous connaissez bien Marie-Paul Janson, vous connaissez bien aussi Valérie Pisano, la présidente directrice générale du MILA. C'est fantastique d'avoir des personnes comme elle qui font avancer la science, font avancer la collaboration. Et les questions que j'aurais pour vous, ce serait, puis M. Fitzgibbon, je vous invite à commenter puis à donner vos perspectives. Mais peut-être la première question, Valérie, Marie-Paul, quelle est la suite pour l'écosystème québécois? C'était vraiment la question qui nous préoccupait tous. C'est fantastique ce momentum que Pierre a bien décrit, que Joshua décrit. Joshua parle de l'avenir pour l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire?
On pourrait passer une heure juste là-dessus. Je vais me permettre de lancer une couple d'idées. D'abord, je pense que vous allez terminer avec ça, M. Fitzgibbon. Il y a une accélération de la conversation avec le grand public. Je pense que comme société, on a des choix à faire sur ce qu'on veut de l'IA, dans quel domaine on est prêt à l'inviter à s'insérer, que ce soit la santé, l'environnement, l'éducation de nos enfants, etc. Donc, on le sent. Tout ce qui tomberait sous le grand chapeau confiance, dialogue, éthique, ça, c'est en train de s'accélérer, puis c'est le bon moment. Parce qu'on arrive à un point où la technologie est assez mature pour prendre un rôle encore plus grand dans nos vies. Donc ça, je pense que ça va donner une condition, une permission pour pouvoir faire certains des travaux qui sont disponibles avec l'IA. C'est sûr que je vais faire écho à ce que le professeur Benjou a dit. Une partie de la suite, c'est une continuité du passé. On a la chance extraordinaire d'avoir capitalisé sur une longueur d'avance qu'on avait ici à Montréal puis au Québec, grâce notamment à des chercheurs comme le professeur Benjou. Dans les derniers 3 ans, ce qu'on a fait, c'est incroyable. La vitesse à laquelle l'écosystème s'est mobilisé, Ivados, Galea, Mila, plusieurs autres, tout ça dans une stratégie d'écosystème canadien. Mais la compétition, elle est globale. Puis elle se joue agressivement avec de grands investissements, avec des beaux projets. Donc, le Québec doit rester, là, disons, le pied sur la pédale, je peux me permettre d'utiliser cette image-là. Puis, ultimement, l'IA, c'est du capital humain. Puis, dans le contexte actuel, post-pandémique, même si on met de côté l'IA et le secteur des technologies, on le voit, tout ce qui est le talent, la relation entre les organisations puis le talent est en train de vivre une disruption comme on l'a probablement jamais vu. En fait, il y a comme un effacement des frontières. Tu peux habiter Montréal, le plateau Mont-Royal, le Québec, puis travailler pour une entreprise maintenant à Silicon Valley, parce qu'on a comme réalisé que c'était pas vraiment grave qu'on soit dans le même bureau, dans la même ville. Ça va complètement changer la dynamique au niveau du talent. Puis l'IA, l'épicentre, le petit point de tantôt, c'est des humains. Donc ça, pour nous, certainement, à Mila, dont c'est un des grands piliers, le développement de talent, ça va devenir pas seulement stratégique, hyper stratégique de s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour attirer au Québec des gens de talent, les former, les encourager à rester ici pour ensuite jouer des rôles appliqués dans les entreprises puis nous pivoter vers cette richesse économique qu'on voit, là, dont on sait le potentiel. Pour peut-être poursuivre sur cette question de la main-d'œuvre et des talents, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle très bénéfique quand on parle des questions de pénurie de main-d'œuvre. Alors, l'intelligence artificielle, ça permet des gains de productivité, ça permet l'automatisation de certaines tâches, un peu plus de routine, pour que ces ressources-là, ces disponibilités-là, soient investies à la place dans des activités à plus haut potentiel économique. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'IA a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Puis, si je peux me permettre de revenir un peu sur la création du forum, certains parmi vous, peut-être, ne nous connaissez pas encore tout à fait aussi bien, mais notre objectif, c'est vraiment tellement aligné avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est de rallier les acteurs de l'écosystème autour d'un objectif commun, c'est vraiment de s'assurer que l'intelligence artificielle et notre force qu'on a eue traditionnellement en recherche fondamentale puisse vraiment se poursuivre, mais aussi faire le lien vers les entreprises et qu'on en maximise les effets donc économiques et sociaux de cette intelligence artificielle-là. Puis ça prend 2 formes au niveau économique. Pour moi, c'est les gains de productivité dans différents secteurs économiques, surtout les secteurs traditionnels, les mines, l'agriculture, de manière à pouvoir vraiment avoir un impact aussi en région. Je pense que c'est important de se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas juste Montréal, c'est pas juste ces industries-là technologiques, c'est aussi le potentiel de voir ces gains de productivité-là un peu partout en région, dans des industries plus traditionnelles. Et puis finalement, c'est aussi la création d'un écosystème très fort d'entreprises d'ici qui produisent et exportent des solutions qui sont propulsées par l'intelligence artificielle. Et à cette fin-là, la vitrine commune de l'écosystème sur laquelle le Forum IA travaille, c'est vraiment le gros projet d'envergure pour la prochaine année, c'est de venir mettre plus de transparence sur justement les ressources qu'on a ici même au Québec, à la fois nos centres de recherche et les organisations, les entreprises qui font l'intelligence artificielle, qui vendent des produits et des services. On s'est allié à l'équipe de KPMG avec l'excellente Raviport, que certains d'entre vous connaissez peut-être, pour vraiment faire un répertoire là, de ces organisations-là. Il y en a plus de 600. Et c'est vraiment... la première étape, c'est de les identifier, de comprendre les ressources qui existent. Et donc, cette fameuse vitrine-là va venir faciliter la recherche par les entrepreneurs de tout secteur d'activité, de solutions qui existent et qui pourraient s'appliquer dans leur secteur d'activité, tout ça dans l'objectif de favoriser un plus grand virage. Alors, je pense qu'on est bien coordonnés, puis pour moi, c'est la prochaine étape, c'est de vraiment s'assurer de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, notamment par le biais
cette vitrine sur laquelle on travaille. M. Fitzgibbon, des commentaires? Non, tout est bien dit, là, mais rapidement, je vous répéter aussi, je pense qu'on doit, comme gouvernement, continuer sur la recherche fondamentale. Il faut maintenir le momentum que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de juridictions qui veulent nous rattraper. Mais il faut mettre beaucoup d'emphase sur le pont avec les entreprises, je l'ai mentionné tantôt. Puis moi, je crois de plus en plus, les zones d'innovation, on parle beaucoup de ça. Bientôt, je vais faire des annonces, il y en a quelques-unes que je vais annoncer. Puis on va probablement se ramasser à un moment donné au Québec avec une dizaine peut-être de zones d'innovation qui sont pertinentes dans les secteurs où on peut être champion du monde. Parce qu'une zone d'innovation, c'est qu'on capitalise sur ce qu'on a pour aller plus loin. Et moi, je vois l'IA comme le TI en général, mais l'IA comme étant transversale. Il n'y aura pas une zone d'innovation IA en une ici. On ne pas une autre. Mais on va se servir d'ici, on va être transversal, parce que je pense que la croissance de notre PIB par habitant va passer par l'innovation. L'innovation passe par les TI, l'intelligence artificielle. Alors, pas qu'on peut aligner facilement ce qu'on veut faire comme gouvernement avec ce que le livre impose de mentionner. Et vous avez mentionné, Pierre, l'importance de l'adoption des données puis dans les entreprises. Parce que les bénéfices sont clairs, mais vous l'avez bien dit, les entrepreneurs vont comprendre rapidement, mais il faut peut-être leur donner un petit coup de pouce. Mesdames, comment on fait pour stimuler auprès des entreprises l'adoption de l'usage des données, de l'intelligence des données, et puis éventuellement là, de technologies comme celle de l'intelligence artificielle? Comment on fait avec les entreprises? Je pense qu'une première étape, c'est vraiment des études de cas, vraiment comprendre des exemples précis et concrets d'application de l'intelligence artificielle dans différents domaines. Notre vitrine de l'écosystème va contenir des études de cas dans tous les secteurs d'activité principaux et aussi pour venir résoudre certains problèmes d'affaires particuliers. Donc, je crois que de voir vraiment des exemples de succès, comme le livre en met de l'avant, c'est une première étape essentielle pour les sensibiliser à l'importance de prendre ce virage. Oui, on l'a dit, hein, les dirigeantes, ils comprennent vite, pas besoin de leur expliquer de midi à 14 heures s'ils voient des concurrents ou des pairs avoir du succès. Oui, Valérie? Mais je pense qu'on est devenu plus sophistiqués, puis on a déjà eu la chance d'en parler là, tous les trois à différents moments, mais dans notre façon de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut dire par l'adoption de l'IA? Il y a 3-4 ans, on parlait de ça, l'adoption de l'IA, comme si il y avait une version de ça, puis en plus, ça avait comme l'air un peu facile. Tu l'achetais, tu mettais dans le mur, puis ça fonctionnait. Là, de plus en plus, on utilise du langage comme une stratégie multi-palier. Okay? C'est comme une façon un peu cute là, de prendre une image d'une pyramide, tout ça, mais dire dans le fond, les entreprises ne sont pas toutes égales. On a donné l'exemple tantôt de PME pour qui peut-être une grosse partie du travail, c'est de le comprendre, puis de trouver le petit noyau qui est important puis critique pour eux, puis de définir ce carré de sable-là, puis de l'activer rapidement. Puis complètement en haut de la pyramide, on a des entreprises technologiques québécoises qui pourraient devenir des champions du monde si vraiment ils adoptaient de l'IA de façon sophistiquée dans leur offre de services. Fait qu'il faut arrêter de penser à l'adoption de l'IA comme one size fits all, puis de plus en plus on se dit, OK, faisons le travail de construire la pyramide, puis d'essayer d'identifier plus précisément les besoins des entreprises, puis s'assurer ensuite que via nos programmes, pour chacun, il y a quelque chose qui est là qui leur permet d'avancer dans leur chemin. Il faut le voir finalement beaucoup plus comme un cheminement que comme une finalité en soi qu'on peut comme s'acheter, puis là, il faut juste comme réaliser que l'IA est là pour nous, puis tout à coup, ça va se faire. C'est un cheminement. Ceux qui sont un petit peu plus en retard, il faut les accélérer, puis ceux qui sont en haut, on en a déjà parlé, on peut en faire des champions, il faut avoir le courage un petit peu de dire « OK, go, ces 5-10 entreprises-là, on en fait quelque chose d'extraordinaire, puis ça devient nos histoires à succès inspirantes pour le Québec et pour le reste du monde. » Je pense qu'on a un travail à faire. Tantôt, je parlais qu'il y avait le 2 tiers de notre écart qui était causé par la productivité, mais il y a quand même le tiers qui est causé par la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est pas juste il manque de monde. Moi, je pense qu'un des enjeux qu'on a au Québec, c'est les gradués dans les systèmes de STGM. Moi, quand je fais des comparaisons avec d'autres juridictions, même au Canada, on est faible. Alors, je pense qu'il y a toute une éducation à faire pour expliquer à nos jeunes pourquoi les CGM doivent être importants. Parce qu'en bout de piste, on veut la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce pont-là. Parce que je pense qu'on a une défaillance. Puis je regarde beaucoup de PME, la vitesse à laquelle ils peuvent comprendre, c'est phénoménal. Mais on manque de monde pour aller prêcher la bonne parole. Alors, je pense qu'on a un travail à faire au niveau enseignement supérieur, d'essayer de je ne sais pas, de rebalancer parce qu'on est plus très fort au niveau social, mais je pense qu'il faut donner beaucoup d'efforts au niveau STGM pour les gradués. Puis l'autre chose, c'est, je pense que ce que je vois ici, là, je vais à la liste pour ne pas l'oublier, on a en haut Google, Facebook, IBM, Microsoft, dans le côté, je sais pas, Novartis, Servier, Roche.
il faut que ces cas-là soient plus tangibles pour nos PME. C'est encore un peu intangible. C'est Google, là, c'est quoi? C'est ce qu'il faut. Il faut trouver une moyen de rendre les corporate labs plus terre à terre, pas terre à terre, plus près du terrain. Parce qu'on a quand même 250 000 PME au Québec. Entreprises au Québec, il y en a 98 qui ont moins que 100 ans. C'est aussi, entre autres, pourquoi on parle de l'importance de l'usage des données. Il y a l'intelligence artificielle, mais il y a des choses de base sur l'intelligence que nous donnent les données. Le temps file. M. Fitzgibbon, est-ce qu'il vous auriez un mot de la fin pour nous ou quelque chose à nous dire avant de nous laisser? Non, je pense que j'ai pas mal tout dit. Valérie. Félicitations pour le livre. C'est une belle initiative qui va rentrer dans le contexte. Alors, on les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Vous avez des journées bien remplies. On vous souhaite bon succès pour le reste de la journée et merci d'être venu. Alors, c'est des questions dont on pourrait parler longtemps. Toutes ces questions-là, en fait, Joshua l'a bien mentionné, c'est des réflexions plus approfondies qu'on mérite d'avoir sur comment non seulement stimuler l'innovation grâce à l'intelligence artificielle, on commence juste à toucher la surface sur comment l'utiliser en société réellement, comment les techniques pour y arriver, la fameuse pyramide que Valérie nous a présentée. Et puis, en effet, c'est pas plug and play, on comprend. Cette œuvre-là que vous tous, vous avez chacun dans vos milieux, chacun dans vos organisations, cette mission-là, elle est importante pour aider vos propres organisations, pour aider les organisations que vous servez. Le prochain bloc de notre programme aujourd'hui, pour le prochain bloc, j'aimerais, s'il vous plaît, inviter à l'avant ici Frédéric Bove, à nouveau, ainsi que Harold Dumur, s'il vous plaît, de OVA, et de Alexandra Masson, de l'IID. On est heureux de les avoir avec nous. Alors, si vous voulez bien prendre place avec nous ici, on pourra échanger un petit peu. Alors, on les applaudit, mesdames et messieurs. Ma démonstration de réalité augmentée a été lamentable tout à l'heure à cause de la connexion de données. Ça, il faudra travailler sur le 5G. Je pourrais noter en passant là-dessus, Frédéric. Mais on y arrive avec le 5G, on sera toujours connecté. Alors, pour vous, des questions, si je peux me permettre. À ce jour, nous avons réussi à créer un écosystème de recherche et d'innovation de classe mondiale, on l'a vu, avec des organisations comme Scale AI, Ivado Labs et Ivado comme tel, évidemment avec le MILA. C'est un accomplissement dont nous pouvons tous être très fiers. Mais il est encore tout jeune. Que pouvons-nous faire dans les années à venir pour augmenter la maturité, la force et la performance de cet écosystème? Une petite question facile pour commencer, là. Oui, Frédéric. Merci. Pour renforcer l'écosystème, puis je pense que là, on l'a dit auparavant, puis je vais laisser quand même la parole plutôt à nos invités, c'est simplement continuer à avoir la curiosité, donc investir dans le talent, investir dans le capital humain, investir dans la recherche qui peut être transposable aussi dans l'industrie, et puis dans ce couple vraiment important que l'on peut créer entre les chercheurs, entre l'entreprise, et l'entreprise qui est capable à l'international de créer de la richesse, de la réputation, pour revenir ensuite sur le territoire et puis continuer de manière itérative. Et là, on est au cœur d'un process économique traditionnel. En ce qui nous concerne chez Plante, on a la chance d'avoir des programmes en coordination avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui nous permet justement d'investir massivement sur la recherche et avec l'entreprise pour développer l'écosystème. On parle d'entreprise. Là, on a un cas d'usage. Valérie nous disait que c'est important d'avoir des études de cas. Alors, bonjour, c'est notre étude de cas par excellence sur comment une entreprise
s'approprie l'intelligence artificielle dans son domaine technologique. Parle-nous de ce que vous faites. Oui, puis merci. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir représenter ceux qui œuvrent dans le domaine. Puis chez nous, souvent, je fais la comparaison avec les blocs Lego. Je pense que tout le monde connaît un peu ça. Dans le fond, dans le domaine de la réalité virtuelle augmentée, on a créé un logiciel qui permet à monsieur, madame, tout le monde, par de simple glisser-déposer, de pouvoir créer leurs environnements immersifs. Fait qu'on veut démocratiser ce nouveau paradigme. Puis, un truc est qu'à force de créer des environnements immersifs, on finit par se fatiguer. C'est comme un peu face à chambre. Il faut les placer, les objets pour les mettre. Fait qu'on veut co-créer cette réalité virtuelle augmentée à l'aide d'agents intelligents. Fait que c'est là-dedans que nous, on œuvre au quotidien. Puis, tu sais, l'écosystème, comme toute chose naissante, puis moi, je l'ai connu à travers, au tout départ, la réalité virtuelle. Il y a toujours un petit hiver, on appelle ça le chasme. Puis, tu sais, il va y avoir des grands joueurs qui vont naître, puis j'ai toujours vu ça comme un peu un grand soleil qui prend l'effet halo. Puis, il y a les planètes qui gravitent alentour, qui des fois, ils sont éclairés, comme moi aujourd'hui, je suis vraiment content d'être éclairé, puis des fois, un peu moins. Fait que, tu sais, c'est le fait de comment faire en sorte que ces planètes-là, les entreprises qui sont en dehors, qui gravitent, deviennent chacun des étoiles. Puis, je pense que c'est ça vraiment un peu le challenge là, du day-to-day, là. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faire son hustle, il faut aller dans la rue, il faut parler, il faut essayer de faire sa place. Puis, tu sais, c'est un peu des jeux de coude. Mais au fur et à mesure, avec justement des institutions qui donnent la parole, puis les forums, puis etc., qui sont créés, tu sais, on va finalement avoir un spotlight. Puis ça, je trouve ça super bien, puis on le retrouve à travers le livre. On te souhaite que tu sois éventuellement pas juste une planète autour d'un grand soleil, mais que tu sois le grand soleil qui attire des planètes autour de lui. Ah, merci. Et comment, à Québec, dis-moi Alexandra, comment ça se passe à Québec et comment on peut stimuler l'essor de l'écosystème dans la ville de Québec et d'avoir autour de l'Université de Laval, autour de l'IID et pour le Québec en entier? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Là. Québec, la région de Québec, c'est PME, c'est essentiellement des PME. L'objectif de ces PME-là, c'est toujours de grandir et de faire plus d'innovation. Nous, ce qu'on essaye de faire à notre niveau, c'est de faire que notamment grâce à des acteurs comme Franck, de faire que la collaboration soit entière avec tous les partenaires qui sont présents, faire que ces PME-là, elles soient sensibilisées, elles soient mises en contact avec les clients. On parlait tout à l'heure d'études de cas, c'est un bon espace. C'est une bonne façon de faire que les entreprises entendent parler de ce qu'on peut faire avec l'IA, puis de pouvoir l'appliquer chez eux. Mais souvent, des grandes études de cas avec des entreprises, des grands soleils, comme disait Harold, c'est plus difficile pour une PME de se l'approprier. Donc, notre rôle chez Québec International, c'est vraiment de faire connaître qu'est-ce que font les plus petites entreprises, et puis comment elles l'appliquent en interne, l'IA, puis comment elles sont allées chercher la donnée, puis comment elles se sont, avant ça, comment elles ont intégré les technologies numériques, tout simplement, déjà commencer par là-bas. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises à Québec International sur les données, sur l'IA? On avait M. Fitzgibbon qui nous disait que c'était pas bien répandu ou qu'il y avait peut-être un peu d'ignorance. Comment ça se passe avec les entreprises auxquelles vous parlez? Bien, souvent, ils viennent nous poser la question comment je fais pour ne serait-ce que récupérer de la donnée? Ben, comment on se fait déjà pour se numériser, pour aller chercher cette donnée-là? Donc, il y a déjà tout ce travail-là où on accompagne les entreprises à avoir les bons acteurs autour d'elles, les bons consultants, les bonnes entreprises, les bonnes solutions pour pouvoir ensuite récupérer de la donnée, puis aller plus loin quand elles en ont accumulé suffisamment, de pouvoir à leur tour utiliser, valoriser cette donnée-là pour aller plus vite, puis aller plus loin. Mais l'enjeu est grand. De passer le pas de la numérisation puis de la compréhension. La sensibilisation est hyper importante. Puis on parlait du capital humain. Ça aussi, c'est hyper important parce que ces entreprises-là, bien souvent, elles n'ont pas nécessairement les bonnes personnes à la bonne place dans l'organisation. Donc, la formation de ces entreprises, de ces... Frédéric, tu voulais intervenir, mais là, tu as mentionné, je vais faire un petit rebond là-dessus, de cette transformation numérique. Je pense qu'au Québec, on a un peu de rattrapage numérique aussi, au-delà de la transformation. Mais Frédéric, je voulais simplement dire, c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'écosystème, vraiment, on prend toute notre place. À la fois les organisations qui sont en connexion avec des PME qui veulent avoir une forme de rattrapage, qui ne savent pas par où commencer, les entreprises aussi qui ont leur développement technologique et qui sont spécialisées.
Nous, par exemple, dans les RSRI, et puis chez Front en particulier, on va travailler des organisations, des entreprises en TI avec des chercheurs, mais parfois des organisations qui n'ont pas la capacité aussi de comprendre comment les chercheurs travaillent. Donc en interne aussi, ça prend des décodeurs. Donc beaucoup du travail de notre équipe, puis ce matin j'étais encore en rencontre avec mes équipes, mais c'est cette manière-là aussi de démystifier un petit peu le travail que font les chercheurs, de permettre certaines entreprises n'ont aucun problème parce qu'elles le savent, elles savent faire, elles ont l'habitude, certaines beaucoup moins. Donc c'est intéressant de faire les petits pas aussi. Et ça, ces petits pas, il y a un moment donné où tout se débloque et on crée vraiment une plus-value. Donne-nous un exemple, puisqu'on a à Vol ici avec OVA, comment Prompt et OVA ont travaillé ensemble et avec des académiques, comment ça s'est passé? Oui, non, puis effectivement, ça, encore pour continuer peut-être dans les métaphores, tu sais, je vois le travail avec les prompts, à travers les alliances avec les CCTT, un peu comme les grandes entreprises, dans ma métaphore, c'est des poissons, des énormes poissons, on va dire des requins, puis ou des baleines. Puis, mettons, la GAFAM, tout ça. Fait que, tu sais, nous, en tant que plus petits poissons, on est seuls dans l'océan. Puis, c'est dur un peu de compétitionner dans ce règne animal. Puis, le truc, c'est qu'en se regroupant avec des centres de recherche, on vient créer un genre de banc de poissons, puis on peut vraiment mieux, justement, innover rapidement, puis être presque au même niveau, même si c'est jamais exactement le cas. Puis une autre chose que le professeur Benjo disait, c'est que, tu sais, ouvrir les données, moi en tout cas, je suis partant, là, tu sais, surtout si on peut aller chercher plus que 50% sur les investissements. Puis un truc qui est bon, c'est que justement, en créant les consortiums, autant avec les centres de recherche à travers Prompt, mais qui encouragent aussi donc les entreprises à faire du intermaillage, on peut partager les API, puis justement, en partageant les API, là, on fait une connexion, on fait une vraie connexion avec l'autre petit poisson. Fait que là, au moins, on y touche. On n'est pas juste là en train de nager dans le même bocal. Puis le lait, d'ailleurs, Crossing the Chasm, c'est genre le biggest fish in the small pond. Puis en intention, on est plein de petits fish qui fait un gros fish. Fait que voilà, c'est comme la stratégie à laquelle je pense. T'imagines, et c'est vraiment, il y a quelque chose là. Puis là, tu as mentionné CCTT, Centre de recherche. Ouais. Là, explique-nous. Vous, là, OVA, vous avez donc travaillé avec des centres de recherche pour développer des éléments d'intelligence artificielle dans vos produits. Oui, exactement. Dans le fond, on travaille, pour pas les nommer, le Cédrin, le CINI, puis... donc ça, c'est des centres de recherche, des centres collégiaux de transfert technologique, celui de recherche en intelligence numérique de Matane. Exactement. Le CINI, c'est celui de Québec. Exact. On a déjà aussi avec Jacob. Le Jacob de CCTT en intelligence artificielle ici de Montréal. Exact. À force d'avoir plein d'acronymes, il faudrait de les souvenir. Mais c'est 3 centres de recherche reliés plutôt qu'aux collégiales qui travaillent typiquement avec des PME. C'est avec 3 centres, donc 3. Oui, même on a déjà, parce que là, on va à 7 ans et demi. Fait qu'on a déjà collaboré même avec le Nara Institute of Science and Technology, avec Reading, puis avec l'Université Laval. Fait qu'on finit par créer finalement, à force de partir du Québec, des tentacules où ça permet aussi de faire des liens avec des marchés internationaux. Puis le fait d'avoir des collaborations, on n'a rien eu en Angleterre, mais on a des contrats en ce moment avec le Japon, par exemple, grâce à ce genre d'écosystème qui s'agrandit puis qui vient à former une sorte de pieuvre. Bon, un animal dans l'écosystème marin. Et ces centres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en là, donc des connexions, ça c'est extraordinaire, c'est de la valeur ajoutée, mais en termes de la science et du produit et du développement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, 2 choses. Un, ils ont pris le risque parce qu'il y a de la grosse recherche derrière tout ce qu'on veut faire, puis ce risque-là, ça prend des ressources en interne. On en a parlé encore et encore quand M. Fitzgibbon était là, du fait qu'il manque des ressources. Puis aussi, ça... Ils ont emmené du monde, déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Déjà, c'est extrêmement du monde compétent qui savent qu'est-ce qu'ils font. Puis une chose que nous, on a faite, là, on a dit, regarde, on va ouvrir le code source, fait qu'on leur a ouvert le code source de notre logiciel, fait qu'ils peuvent directement travailler dedans, fait qu'on ne perd pas de temps à l'intégration. Fait que moi, je dirais, le monde, ensuite, ils ne sont pas stressés, là, faites signer un NDA, peu importe ce que vous voulez faire, mais laissez les gens rentrer le plus possible dedans. Là. Je pense qu'à un moment donné, c'est des gens qui travaillent dans des centres de recherche, fait qu'il faut leur faire confiance. Fait que nous, ça a énormément accéléré les développements. Entre autres, tout ce qui est du côté du NLP, reconnaissance vocale, reconnaissance d'image, reconnaissance de scène. Donc, ça a vraiment aidé aussi l'optimisation du rendu graphique, vu qu'on est dans le domaine de la réalité virtuelle. Wow.
C'est fascinant. On devrait te faire la démonstration de réalité augmentée. Réalité Oui, déjà. Alors, peut-être un mot de la fin, Alexandra, Frédéric. Peut-être pour faire plus sur ce que disait Harold, on a la chance d'avoir un tissu de recherche foisonnant en IA au Québec. On a aussi une grande chance qu'en IA où la proximité entre l'idée et le marché est grande. Donc, ces collaborations-là sont très fructueuses et elles permettent vraiment d'accélérer ce qui se fait dans l'industrie. Profitons-en. Puis nous, un de nos rôles qui nous tient beaucoup à cœur, c'est vraiment de mettre en lien tous ces acteurs-là entre eux, puis de faire que ça percole plus rapidement dans l'entreprise, puis que ça donne lieu à de belles créations d'entreprises, puis de belles créations d'innovation. Frédéric? Ouais, ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis il faut continuer, c'est surtout ça, je pense, c'est le mot maintenant, si on a envie de passer à la suite, ben, c'est de continuer puis de faire grandir ce qu'on a commencé à créer, tout simplement, puis continuer à travailler tous ensemble. Ben, merci beaucoup. Alors, on les applaudit, tout le monde, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Restez avec nous. Restez avec nous. Avant de se laisser sur une note positive et forte, j'aimerais faire un petit aparté important qui n'était pas officiellement prévu au programme, mais que nous, les gens de l'IA et les collègues du secteur voulaient absolument faire. C'était de rendre un petit hommage à une personne extraordinaire de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Un grand leader qui a dédié sa vie à la recherche dans ce domaine-là, qui a exercé beaucoup de leadership dans ce domaine-là, et c'est en la personne de Gilles Savard. Mais là, je le cherche, le voilà. Alors, on voulait, Gilles, écoute tous tes collègues ici de l'industrie, tes coéquipiers, tes complices, les gens avec qui tu as interagi, et tu les connais tous, voulaient saluer ton travail extraordinaire à Ivado. Tu as passé le flambeau récemment. On sait que ce n'est pas une retraite, c'est une transition pour aider à avoir d'autres leaders qui prennent le relais et que tu restes impliqué. Mais ton implication, ton leadership, ta contribution à Ivado ont été et seront remarquables et on voulait le saluer, on voulait saluer ta carrière et te souhaiter bonne continuation. Alors, pendant que vous êtes tous debout, restez debout, parce que je pense que c'est très approprié. Pour le mot de la fin, je vais inviter Bram. Bram, viens avec moi, prends un micro ici, là. Puis écoutez, on vous suggère en ces temps de réseaux sociaux et de présence de finir ça en beauté, tout le monde ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? This has been amazing. It really has been. I think it would be a great idea, and if everybody who was lucky enough to have received an advance copy, either here today or watching online, if you would be kind enough to post a selfie, holding up the book, maybe holding up the pages of your feature in the book, and post it to #AIQuebec. I think it would be wonderful to spread the word around the world. Oui, c'est moi le micro, là. C'est moi le micro, là. Et là, ça veut dire de le faire tout de suite pendant que vous avez plein de monde derrière vous. Alors, c'est ça qu'on vous invite à faire, là. Pas compliqué. Vous installez comme moi. Vous faites un petit selfie avec votre livre. Comme ça, vous allez vous êtes les héros du livre. Alors, vous allez être les réseaux des réseaux sociaux. Ceux qui n'en ont pas, allez vous en prendre un là, pour la photo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'écosystème dans le paysage. C'est ça, empruntez le livre de votre voisin pour le selfie. Empruntez votre voisin pour un selfie. I'll go and take it too. All right. Vas-y avec le Joshua.